je dirige la Fabrique de la Cité. La Fabrique de la Cité habite avec d'autres entités ce lieu formidable qui s'appelle Léonard. Et la Fabrique de la Cité, c'est un think tank des transitions urbaines qui porte son regard sur toutes les transformations, les transitions qui sont en cours actuellement dans un certain nombre de villes, dans quasiment toutes, pour des raisons d'urgence climatique, pour des raisons de transformation du paysage industriel, c'est une des questions qu'on se pose aussi, et pour tout un tas d'autres raisons. Ce regard se porte depuis 5-6 ans sur les villes moyennes, mais sans ostracisme. Et c'est pour ça qu'on regarde aussi parfois plus gros, et c'est aussi pour ça qu'on regarde parfois plus petit. Et je suis très heureuse qu'on soit au fil des minutes de plus en plus nombreux pour entendre parler des territoires oubliés, ce qui me fait croire qu'ils le seront toujours un peu moins. On est en ligne aussi. Vous aurez l'occasion de poser des questions tout à l'heure. Et alors, je voulais juste faire un petit focus sur cet intérêt. Évidemment, tout à l'heure, on parlait de ce livre qui va droit au cœur. Je pense que ce livre, il va en effet droit au cœur. Il est allé droit au cœur de la Fabrique. Parce qu'il y a évidemment les projets urbains fanfares, tambour battant, cuivre, percussion. On a vu que la France savait faire ça cet été, par exemple. Il y a aussi les projets basse continue, les projets sourdines, les projets bas bruit. Et en fait, cela rythme, à mon sens, la transformation du paysage et des lieux de vie. Cette transformation, elle demande une démultiplication de courage, d'audace, de conviction, de vision. Elle est faite de nombreuses premières fois, de tentatives, de tâtonnements et d'autant de remises en cause des habitudes, ce qui suppose évidemment beaucoup de dialogue, et je me félicite que ce dialogue existe comme ça un peu partout sur le territoire. Michel Lusseau a commencé une conférence dans une réunion France, Villes et Territoires Durables dernièrement en disant l'urbanisation c'est notre milieu même si nous vivons à la campagne. Et au fond, bien sûr qu'elle a bouleversé notre rapport à la terre, bien sûr qu'elle a bouleversé notre rapport à l'espace, nos façons de l'occuper, bien sûr qu'elle a travaillé de l'intérieur notre culture de la cohabitation, et bien sûr que cette urbanisation a transformé en profondeur le design de la planète tout entière. Mais il semble important qu'on rende aux territoires urbanisés malgré eux un peu de la réflexion urbanistique, que finalement, ils n'ont pas toujours l'occasion de s'offrir sur ces terrains qu'on dit oubliés. Qu'on mette un peu la lumière sur les projets de territoire qui ne bénéficient pas naturellement des projecteurs, des grandes audiences, surtout lorsque cette vision, et c'est le cas de ce livre, n'oppose pas le petit et le grand, n'oppose pas le destin des métropoles à celui des territoires en retrait, n'oppose pas les villes touchées par la grâce de la réindustrialisation à marche forcée actuelle, et puis des territoires qui sont nourriciers toujours dans le silence de ces grandes métropoles. Et surtout quand cette vision que vous avez tous quatre portée est celle d'un dialogue permanent, d'une construction collective, et c'est souvent ça qui a le dernier mot. Donc, tout ça me fait dire que je suis extrêmement heureuse de laisser la main à Ariela Mansboundji, qui fait partie, anime, nourrit la réflexion de notre comité d'orientation qu'on vient de quitter, là, il y a quelques minutes. Et puis de la laisser accueillir à son tour son co-auteur Guillaume Hébert et ses invités de marque Jean-Pierre Buche, qui vient de Pérignat-sur-Allier jusqu'à nous aujourd'hui, et Philippe Estèbe, géographe et politiste de la coopérative Acadie, de chercheurs. Donc. Et je dois juste, petit
disclaimer en bon français, juste dire que je suis désolée de faire venir à nous Jean-Pierre Buche, parce que d'habitude, la fabrique se déplace vers ces projets innovants qui ont lieu ici et là, partout dans l'Hexagone. Et donc, ça n'est pas notre habitude de dire nous restons à Paris dans notre... bien entouré de notre périphérique chéri et que la France vienne à nous, comme dirait avec une jolie liaison Lagardère. Et donc, je dois juste finir ce petit mot d'introduction par une annonce qui est que nous avons quelques exemplaires ici que nous réservons aux 20 premiers volontaire d'une dédicace, et ça se passera ici sur le côté de l'amphi. Une toute petite séquence téléachat pour la fabrique qui consiste à vous donner aussi quelques autres dates de rendez-vous. Le 22 octobre, ici en soirée, pour parler des promesses des souterrains pour la ville durable, les promesses du sous-sol, avec notamment Dominique Perrault et le vernissage d'une exposition. Ça sera aussi l'occasion de la publication d'une note et du lancement d'un podcast sur le sujet. Et puis de vous donner, et pour prouver par une invitation, ce que je viens de dire précédemment, vous inviter à Libourne les 7 et 8 novembre pour nos annuelles rencontres des villes moyennes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, je passe la parole à Ariela. Un grand merci Céline pour ton accueil et aussi pour faire partie de ce comité d'orientation qui est passionnant comme on a pu le voir ce matin, c'est-à-dire la fabrique lance des sujets, mobilise son comité d'orientation, ses propres chercheurs et mobilise des chercheurs à l'extérieur qui font des travaux tout à fait intéressants auxquels nous sommes associés et je crois que tu distribues un certain nombre de publications qui sont faites par la fabrique. Alors Guillaume, est-ce que tu peux me rejoindre ? Ici, nous allons essayer de vous faire une présentation très rapide de cet ouvrage et de cette démarche. C'est une démarche que, en fait, j'avais proposée au Club Ville Aménagement il y a quelques années. Le Club Ville Aménagement réunit donc les grands aménageurs français et l'État, dont la recherche, bien évidemment, le PUCA, qui finance cette démarche. Et donc, nous lançons des sujets. Quand j'ai proposé Territoires oubliés, ça n'a pas vraiment plu parce que Territoires oubliés en France, ça n'existe pas parce que l'État se mobilise. Et le titre a été contesté très très longtemps. Alors nous avons mobilisé Rachid Kander qui, lui, sur son territoire clermontois est tout à fait concerné puisqu'il dirige une grande SEM à Sambia. Et on a notre bureau d'études, c'était Guillaume Hébert, qui est un complice de longue date, architecte urbaniste, avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui m'accompagne maintenant sur l'urbanisme féministe. Et je suis ravie que ce soit un homme qui nous accompagne sur l'urbanisme féministe. Alors, quelques mots sur Territoires oubliés. Pourquoi on a appelé ça Territoires oubliés alors que la France se mobilise partout, en fait, sur ces territoires? C'est parce qu'en fait, les populations se sentent oubliées. Elles ne sont pas vraiment oubliées, puisqu'il y a des financements publics. Elles se sentent oubliées. Elles sont, en général, éloignées des centralités. Elles manquent de services, bien évidemment, notamment les services médicaux. Et il n'y a pas de dynamique économique réelle. Et donc, il nous a semblé très important de se pencher sur ces territoires sur lesquels le Club Ville Aménagement ne travaille pas, évidemment, puisque l'aménagement se fait principalement dans les métropoles et dans la densification urbaine. On partait du principe que peut-être qu'on pourrait densifier moins les villes et faire en sorte que les gens restent chez eux dans de très très bonnes conditions. Et on a été très nourris par les expériences étrangères, notamment la Suisse, beaucoup l'Italie qui a une démarche remarquable, l'Espagne, le Portugal, on vous en parlera tout à l'heure. On s'est beaucoup appuyé sur des réalisations, c'est-à-dire ce n'est pas simplement un diagnostic, c'est beaucoup qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire évoluer les politiques publiques. On va essayer de vous présenter ça très très vite.
Donc c'est un travail qui a été mené au sein du Club Ville Aménagement. Entre 2020 et 2022, il y a donc tout un travail qui a été mené dans le cadre du groupe de travail qu'a cité Ariella. On a organisé de nombreuses séances d'échange avec Jean-Pierre Buche, avec Philippe, avec d'autres acteurs. Au total, plus d'une quarantaine de personnes auditionnées et de nombreux participants qui venaient d'une séance à l'autre dans une période de Covid où la visio a été aussi un moyen d'échanger et sur des questionnements qui étaient tout à fait d'actualité. Et ce travail, il a amené à explorer à la fois des dynamiques européennes et des projets un peu partout en France. Donc il y a une trentaine de projets avec des fiches assez concrètes dans le livre sur des actions qui ont été engagées, comme l'a dit Ariella, de manière très pragmatique. On n'a pas considéré que le livre était une vision exhaustive du sujet, ni était porteur d'une nouvelle théorie sur la ville et la manière de faire l'urbanisme et les territoires, mais que c'était vraiment une intuition forte de l'importance de ces territoires peu denses et l'urgence de mieux les comprendre et mieux agir sur ces territoires-là. Et l'exploration, comme l'a dit Ariella, a été européenne. Et ici, on a représenté les territoires qui avaient été étudiés. Et très vite, s'est senti le besoin d'associer les chercheurs à la démarche, notamment Xavier Desjardins et Philippe Estèbe, Philippe qui est là, donc du coup qui ont suivi un peu en pointillé un certain nombre de ces séances et qui ont conduit une recherche parallèle dont Philippe parlera ou dira deux mots tout à l'heure sur les territoires hors jeu pour le PUCA qui a été initié et poussé par Ariella. Ça on a un peu parlé, mais donc c'est la thématique. Territoire oublié, c'est certainement un terme osé, un terme interpellant, mais il nous a paru nécessaire de l'assumer. Et donc, le livre s'est structuré à partir de 8 défis, qui sont ces 8 défis. Alors, les petits pictos se sont ajoutés, qu'on va vous décrire un par un. Donc, je vous propose qu'on les passe. Et je laisse la parole à Ariella sur Oser l'urbanisme en campagne. Alors, Oser l'urbanisme en campagne, nous avons pris appui sur ce qu'on a appelé les urbanistes aux pieds nus, une appellation que j'ai proposée et qu'ils ont acceptée, qui sont en fait des architectes urbanistes la plupart du temps, qui, pour certains d'entre eux, vivent en campagne. Simon Tessou, précédent Grand Prix d'urbanisme, est l'exemple clé, mais aussi parfois qui sont des nomades, qui sont des Parisiens qui vont voir le territoire comme Boris Boucher. Et donc ces urbanistes ont inventé une façon de travailler très très intéressante parce que confrontés à des territoires qui sont démunis de services publics, ils font absolument tous les métiers. Ça veut dire qu'ils analysent, ils repèrent les potentialités, ils font des projets, ils s'occupent de la programmation, ils s'occupent de la question écologique, ils s'occupent de l'agriculture et ils font de la participation. Donc c'est assez génial parce qu'ils rassemblent tous les métiers et ils inventent une façon de travailler qu'on ne connaît pas. Et surtout, ils décèlent des potentialités. Et ils vont très loin parce que les aménageurs sont relativement absents, et c'est normal, de ces territoires parce qu'ils ne sont pas missionnés sur ces territoires. Donc ils font un travail aussi d'assistance à maîtrise d'ouvrage, ils qualifient des services techniques. Donc on a été très, très admiratifs de ce travail. Alors quelques exemples, ce que vous voyez à droite, c'est un travail donc de Simon Tessou à Chalier, toute petite commune de 300 habitants. Il refait les espaces publics, il crée des abords de maisons. Il y a de très nombreuses choses qui ont été faites, notamment pour discipliner l'automobile. J'aimerais bien raconter l'anecdote parce que j'ai visité avec lui et puis il pleuvait beaucoup et la mère sort de sa mairie. Et alors elle dit c'est formidable, les gens sont très contents et les voisins viennent nous voir. Je lui dis mais il vous manque un café. Alors il me dit oui, mais moi je suis une petite commune. Je dis mais il y a la politique des 1000 cafés. Alors sa secrétaire de mairie regarde, elle trouve les 1000 cafés et elle lui dit à la maire on rentre absolument dans le schéma, donc on va être candidat. Donc cette anecdote résume un peu la manière de travailler sur ces territoires, c'est-à-dire que la proximité très grande avec les élus fait que, ok, ils n'ont pas de service, mais ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite pour se mettre d'accord. Tu nous diras, Jean-Pierre, si tu partages cette opinion. Ce qu'on voit en bas, mais je crois qu'on en parlera avec Jean-Pierre Buche à Périgna, c'est des constructions faites par Boris Boucher qui intervient sur Périgna
d'une part pour réhabiliter des logements et d'autre part pour construire de nouveaux logements. Et pour trouver des clients, ils ont mis l'offre sur Le Bon Coin. Et ça a très bien marché, je pense. Ce qu'on voit en haut, c'est un travail de Félix Mull, autre urbaniste au pied nu, lui, parisien, qui, en fait, transforme la question de la maison individuelle en fabriquant des petits hameaux. Il travaille avec des constructeurs de maisons individuelles pour les discipliner et faire en sorte qu'ils produisent de la qualité et non pas la maison au milieu de la parcelle. Donc vous voyez, c'est très divers. Enfin, il y a énormément d'exemples dans le livre que je n'ai pas le temps de vous commenter. Alors, personnellement, mais pas seulement moi, mais toi aussi, on était très inspirés par Luigi Snozzi, que les architectes ne peuvent pas ne pas connaître, qui est un très très grand architecte du Tessin, qui a consacré toute son énergie, pas seulement sur Monte Carasso, mais beaucoup sur Monte Carasso. Et les petits points que vous voyez, c'est les actions qu'il a menées sur Monte Carasso. Il a suivi cette ville pendant 20 ans. Et on voit bien que c'est un peu à l'origine de ce travail magnifique, quoi, des urbanistes au pied nu qui décèlent des potentialités, travaillent sur les petites qualités pour les mettre en valeur. Donc le second défi, c'est dialoguer avec l'Europe. Donc quand on a commencé le travail, cette réflexion, on s'est demandé s'il était possible de cartographier ces territoires. Et avant même qu'on ait commencé, Ariella avait déjà initié des contacts avec un certain nombre de chercheurs italiens qui ont engagé une démarche qui est la stratégie nationale des aires internes et qui est très intéressante, donc qui a permis, avec des indicateurs objectifs, mais sociodémographiques, mais aussi liés au bien-être, de cartographier les secteurs qu'on voit en vert, qui représentent environ 60% du territoire italien et qui ont été qualifiés d'aires intérieures et qui accueillent 23% de la population italienne et qui sont ces territoires aujourd'hui, pour certains en souffrance, qui ne sont pas les plus pauvres, mais qui sont dans des situations difficiles et pour lequel l'Italie a engagé un travail d'action sur le terrain, de visite, et pas uniquement un travail de cartographie territoriale. On a aussi échangé de manière moins approfondie avec l'Espagne. On aurait aimé le faire plus, mais c'était difficile puisque c'est engagé en même temps que ces réflexions. Il y a eu un mouvement de l'Espagne qui s'appelait España Vaciada et qui a été vraiment un mouvement de contestation des habitants, finalement de l'inéquité fiscale entre des territoires qui n'ont pas de services, qui payent les mêmes impôts que les territoires qui ont des services. Philippe pourra rebondir là-dessus. Et c'est aujourd'hui, donc la carte orange, c'est les territoires qui ont moins de 12,5 habitants par kilomètre carré. Et aussi, on est allé avec Ariella au Portugal rencontrer le ministre de l'économie qui est en charge aussi du développement territorial. Et donc, les cartes qu'on voit à droite, c'est les dynamiques démographiques de concentration de la population donc en 50 ans. Sur le littoral et de désertification des territoires intérieurs. Et on a eu vraiment des débats intéressants et des échanges intéressants aussi sur le rôle de ces territoires et l'importance de les entretenir parce que finalement l'embroussaillement de ces territoires forestiers génère des incendies et sont des causes de dégâts environnementaux majeurs. Oui, je rajouterai deux choses. L'une, ce qui nous a beaucoup frappé sur l'Italie, c'est un accompagnement des initiatives, un peu à l'inverse de la France. C'est-à-dire que ce n'est pas descendant. Le territoire invente et les chercheurs, les experts viennent aider le territoire à réaliser ce que le territoire veut faire. Ça, c'est une première remarque. La seconde, sur le Portugal, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que le ministre de l'économie considérait que c'était une dimension économique majeure que de s'occuper de ces territoires et que le potentiel était immense, notamment en travaillant en proximité avec l'Espagne sur les zones frontalières, que la dynamique économique devait être importante. Il disait aussi, nous sommes 10 millions d'habitants, donc si on laisse de côté 1 ou 2 millions qui sont dans nos territoires oubliés, c'est une catastrophe. On a besoin de tout le monde et de l'énergie économique de tout le monde. Alors, on va vous parler après de la Suisse. Alors, la Suisse, très, très inspirante. Alors, parfois, on nous dit, oui, mais les Suisses sont riches. OK, ils sont riches. Mais d'abord, quand on est riche, on peut faire des choses catastrophiques. Et puis, deuxièmement, ils ne sont pas riches partout. On a beaucoup regardé le Jura suisse, qui est pauvre par rapport au reste de la Suisse. Et alors, pourquoi ça nous a intéressés? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la Suisse... alors, vous voyez, c'est très, très... on voit les variations de la
population résidente. Donc, les résidents sont concentrés sur le territoire. D'autre part, vous voyez la répartition de la population entre les montagnes et les forêts, les zones urbanisées et l'agriculture. Donc, et ça a été totalement préservé. On en reparlera, je reviendrai sur l'exemple. Pourquoi ça nous intéressait? Parce que la Suisse, en fait, préserve son agriculture depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils ont déclaré qu'ils devaient être autonomes au plan alimentaire. Ce qui fait qu'ils ont ils produisent une agriculture qui leur coûte cher. Avec la fabrique de la Cité, on a vu la même chose à Oslo, en Norvège, mais ça leur permet d'avoir une alimentation de bien meilleure qualité. On ne verra pas les champs de maïs qui se développent partout. Alors, donc d'une part, il y a ça. Mais après, ils ont toujours été beaucoup plus économes de leur territoire, mais ils ont accentué le processus dans la dernière loi sur l'aménagement du territoire. Alors eux, ils ne parlent pas de zéro artificialisation nette, mais ils parlent de développement vers l'intérieur. C'est la langue suisse, hein. Ce n'est pas tout à fait le français, il faut s'adapter. Alors on se développe vers l'intérieur, ça veut dire qu'on se concentre sur ce qui est déjà urbanisé et on protège encore beaucoup plus l'agriculture avec une stabilisation de ce qu'ils appellent les surfaces d'assolement. Ça nous a beaucoup intéressé. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont une structure peut-être un peu comme la NCT, mais très différente, qui s'appelle Espace Suisse. Alors, Espace Suisse... reviens en arrière. Espace Suisse, c'est une structure qui est payée par le gouvernement fédéral et par les cantons et qui est à la disposition de toutes les communes qui le veulent. Alors, vous vous doutez que c'est plus les petites communes qui font appel, mais pas seulement. Hein. Zurich, Lausanne et Genève font aussi appel à Espace Suisse. Mais cette aide, elle est considérable parce qu'elle est gratuite pour les collectivités et surtout l'équipe d'Espace Suisse arrive sans projet. Donc elle fait émerger un projet par des processus de concertation. Vous savez combien les Suisses ont une avance par rapport à nous sur la méthode de concertation. On n'arrive pas avec un projet. Hein. On fait émerger la demande, les potentialités. Et ils ont une totale liberté, parce que comme ils ne sont pas associés après à la réalisation, ils ne gagnent pas d'argent sur le projet, c'est formidable, parce qu'ils suggèrent à la collectivité de faire appel à des professionnels. Donc ces deux caractéristiques nous ont beaucoup intéressés. Et on a pu voir, alors la troisième qui est très très importante, c'est la question des transports. Où nous, nos territoires souffrent énormément, parce que les Suisses nous disent, vous avez parié sur la vitesse, nous on a parié sur la desserte et la cadence. Ça veut dire, et je vais le montrer tout à l'heure, je montrerai sur Delémont. Déjà, ce qu'on voit à droite, c'est la fabrication d'un tiers-lieu dans une ville de 2000 habitants, hein, la Sarraz. C'est incroyable, la Sarraz. Vous avez un patron des services techniques absolument remarquable. Je crois que Nancy, tu étais avec nous. Et on s'est dit, parce qu'on a travaillé à Marseille avant, on l'aurait bien pris pour le mettre à Marseille, ça se rendrait bien service, parce que la compétence du type était extraordinaire. Et je lui ai dit, mais vous n'avez pas envie d'aller dans une grande ville? Il m'a dit, mais non, parce que ici, je fais tout. Je fais tout et je suis les projets jusqu'au bout. On continue. Alors, ce qu'on voit à gauche, Tinizong, c'est une ville toujours dans le Jura suisse où Espace Suisse a fait émerger aussi des projets et a montré la capacité de reconversion des bâtiments. Ça, c'est vachement intéressant. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut, à partir de tels bâtiments, le réhabiliter, voire le faire évoluer. Et donc, Espace Suisse apporte cette compétence qui est ensuite relayée par des services techniques. C'est une toute petite ville qui a quand même un architecte en chef, hein, c'est toujours le cas. Donc à Tinizong, on voit ce bâtiment finalement qui est réhabilité et qui offre un tiers-lieu, restaurant. Et on sait à quel point le restaurant c'est important, on le verra tout à l'heure à Pérignac, ça devient la nouvelle centralité. Alors le plus intéressant, c'est Delémont, qu'on voit à droite, qui est le chef-lieu quand même du Jura, 13 000 habitants, 13 000 emplois. Et le pôle de transport est incroyable. C'est-à-dire la gare a été l'occasion vraiment de repenser tout le territoire. Et cette gare, c'est un hub. Alors, je passe 2 minutes là-dessus parce que ce qui est important à savoir, c'est que des gens qui habitent assez loin de Delémont ont des rabattements bus pour aller à la gare. Ils ont aussi l'autopartage, ils ont le vélo. Donc la gare est organisée pour cela. Et donc ça permet à des gens éloignés d'être desservis et d'aller travailler à Zurich. Parce qu'il y a un cadencement très important en fait, des transports. C'est moins rapide qu'en France. Donc ce dispositif transport nous a émerveillés. La gare, la ville aussi a un urbaniste en chef depuis 25 ans, accompagné maintenant d'un urbaniste en chef adjoint.
et ils pensent le territoire, c'est-à-dire quelles sont les potentialités, comment je fais évoluer les services publics, qu'est-ce que je peux, les espaces publics, comment je crée des nouvelles centralités, comment je m'occupe de... il y a eu des inondations, donc on reconfigure la rivière. Et puis quand même, ils ont été capables de réaliser un projet européen. Vous savez qu'en France, on a un peu de mal. Ça veut dire que la collectivité les a accompagnés, réaliser un projet européen dans la dynamisation de la rivière. Donc cet exemple nous a semblé tout à fait convaincant. Et ce qui arrive aujourd'hui, que je trouve incroyable, c'est qu'ils vont accueillir près de la gare un hôpital. Alors, vous savez à quel point dans les territoires oubliés, le problème de la santé est grave. Et là, donc, on pourra desservir des territoires relativement éloignés. On pourra les desservir au plan médical. Le quatrième défi qu'on a essayé de pointer, c'est l'importance d'aller et d'être accompagné par la recherche et l'expérimentation. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs, la preuve par 7, POPSU et l'Atelier des territoires, qui sont déjà dans une démarche de recherche, d'expérimentation sur ces territoires avec des formats très différents, dont d'ailleurs Périnia fait partie dans la démarche La preuve par 7 avec Billon. POPSU Territoire, ici c'est l'exemple de Vitré, qui du coup est une commune d'un peu moins de 20 000 habitants sur lequel la dynamique d'emploi est très favorable, avec un taux de chômage qui est très faible et sur lequel POPSU a fait travailler des chercheurs pour voir quels enseignements tirer de ce territoire-là et comment les élus, les acteurs étaient arrivés à avoir un taux d'emploi aussi élevé. Et on voit que ça tient aussi beaucoup à la présence d'un maire. On en reparlera tout à l'heure, Pierre Méniori, et aussi d'actions assez quotidiennes et pratiques qui ont été développées. Et l'atelier territoire porté au sein de la DGALN, que Isabelle Diaz connaît bien. Ici, c'est un atelier territoire flash qui a été fait par Félix Mull sur des formats très courts de 2-3 jours pour accompagner, un peu comme ça a été évoqué par Ariela pour Espace Suisse, pour accompagner, avoir un regard un peu extérieur et aider à identifier les choses positives du territoire, les questionnements et donner à voir d'autres manières de faire. Le cinquième défi, c'était la question de la dimension agricole. Tout à l'heure, Jean-Pierre Buche y reviendra. En plus, certaines des images sont dans des études qu'il a pilotées lui, au sein du Grand Clermont quand il était vice-président. Donc aujourd'hui, la réflexion en général sur l'agriculture est très liée à l'alimentation. Elle est rarement dans des réflexions d'études urbano-paysagères. Et ici, ce qui a été développé dans le Grand Clermont avec Pierre Janin, c'est une réflexion qui justement prend en compte la transformation de ces territoires à la fois comme modèle agricole, comme lieu de production et à la fois comme espace. Et parfois, certaines collectivités, l'image de droite, c'est aussi un projet qui a été fait par Pierre Janin, c'est un bâtiment de maraîchage, donc un équipement public qui a été réalisé par la collectivité, puis qui est maintenant exploité par une foncière que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Terre de Liens, et sur lequel aujourd'hui une agricultrice a été réinstallée dans la commune et exploite une partie de ces sites. Tu veux dire un mot, Ariela ? Oui, je voulais juste vous dire qu'on vous invite ici, parce qu'on a la chance d'être accueillis par une fabrique de la Cité, la fabrique de la Cité. Le prochain 5 à 7 du Club Ville Aménagement, qui est donc la formule que le Club Ville Aménagement a inventée pour que la société interpelle les aménageurs, porte sur l'agriculture. L'agriculture comme la clé du projet écologique, avec Sébastien Marot, philosophe, qui a beaucoup investi la question, et Pierre Janin. On aurait pu inviter Jean-Pierre, il faudrait que tu sois en visio et que tu nous fasses part de tes idées. Ça nous paraît complètement essentiel, parce que le projet agricole est peu pris en charge par l'aménagement. D'ailleurs, les aménageurs ne sont pas titrés pour le faire, et ça nous semble quand même vraiment le nouvel horizon de l'écologie. Un dernier mot sur la dimension agricole. On a titré le défi faire de l'agriculture un partenaire, parce qu'on voit aussi que c'est des filières de développement économique. Les images de gauche, c'est un petit hameau dans une petite commune italienne qui fait partie des projets qui ont été soutenus par la stratégie nationale. Donc c'est vraiment à plusieurs échelles que cette stratégie s'est concentrée, qui a développé la filière des plantes médicinales et qui a permis de recréer une zone d'emploi dans un territoire qui était plus que habité, voire en partie à l'abandon. Et enfin, à droite, c'est un bâtiment qui a été réaménagé par
Montessou, qui est un tiers-lieu, mais aussi l'accueil de la collectivité, de la communauté d'agglo, mais aussi un lieu culturel, une pépinière d'entreprise, et qui permet de regrouper dans une ancienne ferme, transformer cette petite centralité qui est très importante et qui a pu être confortée avec cet équipement atypique. Alors, considérer le rôle écologique des territoires oubliés nous paraissait indispensable. Et alors, moi, j'avais été frappée par le propos tenu par le congrès des maires ruraux, il y a 2 ans, qui disait « Nous sommes la clé de l'écologie française. Nous représentons 83% du territoire. Et c'est chez nous que va se jouer sur la future agriculture, la biodiversité, le développement des énergies renouvelables, etc. » Et je pense que Philippe, tu en parles beaucoup aussi dans ton ouvrage avec Xavier. Donc cette question du rôle écologique des territoires est essentielle, et ça rejoignait aussi des études qui avaient été faites pour le pacte vert européen, qui démontraient que 65 à 70% des terres européennes sont gravement détériorées. Et je sais que la fabrique va travailler sur les sols vivants, ce qui est un sujet majeur, parce qu'il va falloir vraiment s'attaquer à ce problème qui est très très grave. Donc l'ensemble de ces réflexions nous amène aussi, en plus de celle du GIEC qui défend la restauration des écosystèmes comme l'action majeure à jouer pour le climat, ça nous a amené à tenter de voir en quoi nos territoires intervenaient. Alors, bien sûr, la question de l'eau qui est déterminante comme risque et comme opportunité. Alors, elle a été beaucoup étudiée dans le livre, mais en particulier, on a mis un focus sur le travail de Paola Vigano sur la rivière de la Veste, qui a aussi été présentée ici, je pense, à Léonard. On avait fait un 5 à 7 avec le club. C'est une question déterminante, c'était la question l'eau en trop et l'eau pas assez, les deux. Donc, comment on se protège des inondations et comment on continue à avoir de l'eau. Alors, ce travail qui a été mené suite à des inondations extrêmement graves dans cette région en Wallonie ont amené l'équipe de Paola Vigano, qui travaille depuis très 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 longtemps sur la question de l'eau, à imaginer tout un projet territorial pour justement gérer cette question et notamment établir une solidarité entre le haut et le bas, parce qu'en général, en haut, il y a les gens riches, les usines, les habitats, et en bas, les gens pauvres qui reçoivent l'inondation. Donc, je ne détaillerai pas ce sujet, mais ça nous a semblé, on l'explique bien dans l'ouvrage, la question de l'eau est déterminante. Mais à cette occasion, on avait vu aussi le travail de Basmetz, qui profite en Belgique, en Flandre, cette fois, de la construction d'un tronçon autoroutier pour faire un travail écologique de continuité de l'eau, de rétablir des chemins entre les villages et donner à voir le paysage. Donc on s'est dit que même les sujets qui peuvent être complètement à l'encontre de l'écologie peuvent devenir des sujets écologiques. On a regardé aussi, bien sûr, le travail de Simon Tessou, qui reste quand même absolument exemplaire sur ce sujet, en abordant tant la réhabilitation des bâtiments, parce que ça, on ne le dit pas assez quand même, que la réhabilitation des bâtiments, c'est très important pour la question écologique, la renaturation des rivières, le fait aussi de créer un accès facile. Là, c'est au Rouget, à un plan d'eau qui fait que les gens vivent dans la proximité, ce qui compte beaucoup. Mais on pourrait décliner ça sur beaucoup de thèmes, sur la manière dont ces territoires jouent un rôle écologique, et j'y reviendrai. Alors, on a regardé cette commune de... Mittelscholz. Voilà, j'ai du mal à prononcer. C'est l'Alsace. Mitterscholz. C'est un maire extraordinaire qui a fait de sa commune une commune écologique. Alors, il a tout fait, c'est-à-dire réduire la place de la voiture, favoriser les pédibus, réhabiliter tous les bâtiments, réhabiliter tous les équipements publics, créer des énergies renouvelables. C'est tout à fait incroyable. C'est se dire, et on va le voir tout à l'heure avec Jean-Pierre, qu'un maire peut faire beaucoup quand même. C'est pas toute l'Alsace, hein, c'est ce maire-là. Alors, sur ce sujet écologique, on s'est dit, on y reviendra sans doute avec Philippe Esteb, que ces territoires sont le réservoir de la biodiversité, la question de l'eau, etc. Donc, comment les dédommager? Parce qu'il y a des territoires qu'il ne faudra plus construire. Il faut les dédommager pour les services qu'ils rendent à la nation, comme on dédommage les villes qui accueillent des usines nucléaires. C'est tout un débat dont on reparlera sur les politiques publiques.
Le 7e défi, c'est la question des modèles d'aménagement. Donc, cette réflexion a été intégrée au Club Ville Aménagement. Donc, se pose la question de comment les aménageurs peuvent intervenir sur ces territoires, comment on peut faire projet, accompagner ces collectivités. Ariella a parlé des urbanistes qui, finalement, parfois jouent un rôle bien plus large que leur rôle classique de concepteur en étant un peu programmiste, en essayant de faire des bilans avec les moyens qu'ils ont. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains aménageurs qui sont sur ces territoires, ce qui n'est pas le cas de beaucoup des aménageurs, mais notamment le groupe CEDIA, qui est dans la région de Besançon, est sur ces territoires et a structuré des outils d'aménagement en découpant une logique d'accompagnement de collectivités avec des sociétés publiques locales, des SPL, en ayant encore une société d'économie mixte qui peut porter des projets atypiques, en développant des foncières qui portent des rez-de-chaussée dans les centres-bourgs et en portant des actions de développement économique ou de transformation de ce qu'on voit en haut, d'anciens bâtiments administratifs pour accueillir différents programmes. Donc il y a une certaine ingénierie qui s'est développée sur ces territoires. C'est Bernard Bléton qui dirige cette structure et qui a vraiment construit un peu des outils sur mesure, mais ça implique quand même de changer un peu de méthode, d'être plus à l'écoute des collectivités, d'être plus dans l'accompagnement que dans la manière de faire directive ou en ayant un contrat et devant le réaliser. Donc à droite de l'image, on voit une autre démarche qui a été portée, que notre équipe a accompagnée notamment sous l'autorité de Jean-Louis Subilot, qui est ici présent, et qui est à Euralens, et qui a été menée dans le bassin minier dans le cadre de l'arrivée du Louvre-Lens avec une démarche de labellisation des projets et un accompagnement un peu sur mesure plutôt inspiré des IBA, donc inventer des nouveaux processus d'aménagement qui ne sont pas dans des logiques classiques de bilan d'aménagement et de logique de concession comme un aménageur sait faire. Ça nous a semblé être des pistes intéressantes. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que pour arriver à ça, il faut qu'il y ait quand même des élus qui portent des démarches, qui soient d'accord que leurs outils portent des risques et portent des opérations, et on en reparlera tout à l'heure dans les échanges, mais ça peut insuffler malgré tout et donner un peu de rigueur pour faire que le marché suive. Alors le 8e défi, c'est redéfinir les politiques publiques. C'est un peu osé de notre part, mais bon, en fait, on a fait le chapitre avec Philippe, donc on s'est jeté un petit peu à l'eau pour dire... Qu'est-ce qui pourrait évoluer? Donc, il va vous en reparler, donc je ne vais pas m'attarder sur la question. Mais surtout, il nous semble qu'il est important que la France ait un récit positif sur ces territoires, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des territoires à problème. Or, ce sont des territoires à potentiel. Ce sont des territoires qui inventent. Ce sont des territoires dynamiques. Et donc, avoir un récit qui inclut ces territoires dans un récit national. C'est facile à dire, mais ça me paraît nécessaire. Ceci étant, on pourrait dire que de façon générale, il n'y a pas depuis très longtemps un récit sur c'est quoi la France au niveau de l'urbanisme. C'est quoi, quelle France on veut habiter. Moi, il me semble que, pas seulement sur les territoires oubliés, mais de façon générale. Alors, ce récit national doit s'appuyer sur des visions locales. Et je reviens à ce qu'avaient dit d'ailleurs les élus locaux, les élus ruraux, dans leur congrès il y a 2 ans. Ils avaient dit, mais nous, on est prêts à faire beaucoup de choses. On est prêts à accueillir les ENR, et tout. Mais on veut faire partie de la décision. C'est-à-dire, ne nous imposez pas des choses. On doit être dans le dialogue. Or, c'est pas suffisamment le cas. Puis, dans les pistes qu'on avait trouvées sur l'évolution des politiques publiques, c'est accepter la sélectivité. On ne va pas faire partout la même chose, loin de là. Il y a des territoires qui vont peut-être être laissés un peu dans l'oubli, et puis, ne passe pas tout de suite là, et d'autres sur lesquels on va beaucoup investir, et on verra avec Philippe, qui a fait cette étude incroyable avec Magali Talandier pour le compte de la NCT, qui montre d'ailleurs l'ouverture de la NCT sur ce sujet, c'est qu'en fait, la France est très diverse. Et les régions n'ont pas les mêmes potentiels. Certaines ont des problèmes énormes, d'autres en ont moins. Et les potentialités ne seront pas les mêmes. Allons dans le sens de ce que sont ces territoires. Alors, il est vrai que le fait que nous, on ait un territoire très, très centralisé, ça pose problème. Moi, je l'ai vu sur l'urbanisme féministe, ça n'a peut-être rien à voir, mais le fait que l'Espagne est quasiment un pays fédéral a fait qu'après la loi nationale, les régions ont inventé. Et il y a des régions qui ont caracolé devant. Et nous, on a du mal à faire ça parce que c'est très centralisé. Alors donc, diversifier aussi les modèles et les modalités d'intervention. Philippe proposait de fabriquer de la rareté
pour recréer un marché, pour rendre désirables ces territoires. Alors c'est vrai qu'à l'époque, quand on a commencé l'étude, le prêt à taux zéro, c'était une cata. Hein. Ça fabriquait de l'étalement urbain et c'était en même temps que le ZAN. Alors heureusement que ça a évolué. Mais comment peut-on aller vers plus de préservation des territoires et centrer le développement sur les lieux qui peuvent l'accueillir? Et puis, arrêter peut-être pas, les appels d'offres qui sont trop ciblés. C'est-à-dire, je reprends ce que font les Italiens, c'est partir de ce que la collectivité veut faire. Aujourd'hui, la France lance des appels d'offres ciblés, les collectivités essayent de rentrer dans l'appel d'offres, et puis il n'y a pas de lien entre les différents sujets. Voilà, ça c'est une des propositions qu'on fait, mais je pense que je préfère reprendre le débat avec Philippe, qui est beaucoup plus compétent que moi sur le sujet. Je fais la conclusion. Donc, en fait, on a conclu par quelques mots. Oui. Thèmes. Certains ont été évoqués déjà par Ariel. Voilà. Alors, les territoires oubliés appellent un projet France qui les intègre. Ils sont le potentiel du futur écologique et alimentaire, et Dieu sait que c'est d'actualité aujourd'hui. Puis, un point qui nous a semblé très intéressant, c'est pourquoi ne pas s'inspirer dans les métropoles de la sobriété de ce qui se fait dans ces territoires. C'est-à-dire qu'on a des gens très compétents qui sont capables d'affronter tous les sujets, et puis c'est fait sobrement, avec des moyens beaucoup plus limités. Et face à la crise majeure de l'aménagement aujourd'hui, on peut s'interroger sur justement ce défi. Et puis, se lancer dans des projets urbano-agricoles, urbano-énergétiques, urbano-aquatique, c'est-à-dire être beaucoup plus, croiser davantage les sujets, ce qu'on sait difficilement faire malgré tous les efforts qui sont faits depuis très très longtemps. Donc, là je ne l'ai pas mis dans le texte, mais nous on a envie de dire le projet des territoires oubliés, c'est un grand projet fait de petits projets. C'est un grand dessin qui est fait de multiples actions. Voilà, alors si vous adhérez à ces questionnements, on va pouvoir continuer à débattre avec nos invités pour se dire comment ça fait évoluer les choses, voilà, qu'est-ce que ça change dans vos pratiques. Alors, merci. On va commencer avec Jean-Pierre Buch. Et nous avons une complicité maintenant de longue date, hein, depuis qu'on a commencé à travailler. On avait été émerveillés par ce que tu as fait à Périgna. Donc, tu es maire de Périgna, tu es vice-président de la métropole et tu as été vice-président du projet alimentaire du Grand Clermont, qui est plus grand que la métropole. Donc, au travers de toutes ces casquettes, tu rajoutes aussi le fait d'être un agriculteur. Et je crois que tu as un fils agriculteur. Ils ne sont pas tous agriculteurs. Tu es agriculteur et c'est aussi un intellectuel. Hein, vous allez vous en rendre compte très très vite. Donc Jean-Pierre, comment as-tu pu agir sur ta commune? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bénéficié de la preuve par 7, bien sûr, de la démarche lancée par Patrick Bouchin. Peux-tu nous dire en quelques mots ce que tu as pu faire sur ta commune? Alors c'est difficile de résumer 24 ans de mandat, chose dont je ne suis pas très très fier parce que je pense qu'il est important aussi de céder un peu sa place aux autres. Mais en 2001, quand on a été élu à la tête de la commune, aucun de nous n'avait été élu avant et on a dû apprendre beaucoup de choses. Et je reconnais qu'entre ce qu'on pensait en 2001 et ce qu'on dit maintenant, il y a eu une différence. Mais par contre, il y a une chose qu'on revendique, c'est qu'on avait déterminé une ligne politique qui était quand même assez stable, qui était de créer du lien. Alors, c'est très, très bateau comme expression, comme volonté, mais en tout cas, le fait de créer du lien entre les habitants, ça a été un vecteur fort et ça nous a permis de réaliser des choses avec les habitants. Alors, pas trop au début, mais après, avec les rencontres que j'ai faites, et notamment avec Patrick Bouchin, ça nous a permis de prendre conscience de l'intérêt qu'il y avait à travailler avec ce que Patrick appelle la maîtrise d'usage, c'est-à-dire d'essayer de prendre en considération ce que pensent les gens, et non pas pour faire de l'électoralisme et dire ben, « vous pensez ça, nous on va faire ça », mais vous pensez ça et nous on pense peut-être un peu différemment.
Et on va essayer de trouver un compromis entre nous, et en s'appuyant sur des orientations assez essentielles, donc le lien social, mais aussi très rapidement entre 2001 et 2024, aujourd'hui, la question du dérèglement climatique, de l'impact qu'ont les modèles dominants, enfin le modèle dominant sur notre fonctionnement a été assez déterminant. Et pour citer un exemple très concret, on a monté en 2021 un projet qui s'appelait Village en chantier. C'est-à-dire qu'on a écrit un plan guide qui est écrit aujourd'hui, qui est un document assez épais dans lequel se trouvent des fiches actions. Et on a appuyé toute notre démarche sur le fait de faire se rencontrer les gens. Alors là aussi, ça n'a pas été... Vous voyez, on a une photo de ce qu'on appelle la Maison Grenouille. Hein, c'est un café-restaurant que la commune a acheté et a mis en gestion avec des objectifs de gestion, bien sûr se nourrir et boire, parce qu'on boit beaucoup en Auvergne, et manger aussi, mais aussi se rencontrer. Et à partir de ça, là, vous avez la photo d'un concert, mais on a fait aussi des rencontres. On a essayé de faire prendre conscience aux gens quel était le delta qui existait entre la ville telle qu'on la voulait, la ville ou le village, hein, on a 1500 habitants, on est un tout petit patelin, et les exigences qu'avait peut-être la rupture avec le modèle. C'est-à-dire faire un inventaire des ressources locales, ça paraît assez banal comme chose, mais on s'est rendu compte que par exemple au bord de l'Allier, qui est de la rivière qui coule au pied de Pérignat, il y a une espèce exotique envahissante qui est l'acacia, le robinia, et qui a des qualités. Donc on s'en est servi pour faire du mobilier urbain. On l'a découpé, on a fait des potelets avec, on a fait des planches. Et ça, très concrètement, on a demandé à des gens, par exemple, de planer de l'acacia. Planer de l'acacia, ça veut dire enlever l'écorce, en faire un potelet, les quarrir. Et ces choses-là qui paraissent un peu simplistes, c'était notre traduction de passer de l'anthropocène à l'âge du fer. Donc, et faire avec ses bras, parce que quelquefois, commander la construction d'un bâtiment, c'est une chose, j'ai de l'argent, je paye, donc je fais un beau truc. Mais comme Ariella le disait tout à l'heure, quelquefois on a de l'argent et on fait des trucs pas beaux. Et moi, ce que je revendique en tant que territoire oublié, c'est que ça nous oblige. Alors, je ne me satisfais pas du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'argent dans la commune, mais ça nous oblige, même si on n'y arrive pas tout le temps, à être inventif, ingénieux, et puis aussi indiscipliné. Parce que je reconnais qu'on n'a pas toujours suivi les règles obligatoires qui devaient être celles imposées par l'État. Alors je ne le dis pas trop fort, hein, c'est juste à la marge hein, qu'on n'a pas trop respecté le code, mais c'est aussi ce que nous propose Patrick Bouchain dans la question du permis de faire, c'est d'arriver à un objectif qu'on se fixe en commun, par exemple la question de l'accessibilité, mais en essayant de discuter avec les personnes qui sont directement concernées par ça, pas sous une version populiste, mais dans une version assez de terrain, et où on se dit, bah, finalement, pour monter là, peut-être qu'on peut faire un plan incliné comme ça, et puis se faire aider par Pierre-Paul Jacques, etc. Et donc, on a trouvé, je pense, enfin pas toutes les solutions, mais des solutions ensemble. Et ça, sans vouloir être trop long, moi, je trouve que c'est... moi, si j'avais une requête à faire auprès de l'État ou auprès des financeurs, c'est d'avoir des moyens pour financer l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il y a un bouquin là, que j'ai lu qui s'appelle « Pour en finir avec les démocraties participatives », par exemple, qui donne des clés qui montrent quand même, ou en tout cas des pistes de réflexion, qui montrent qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu d'argent dès l'instant où on arrive à les faire avec un élu, un architecte, un habitant, et se mettre autour d'une table. Quand je vous citais Village en chantier, on a embauché une jeune femme de Sciences Po avec un double cursus urbain et sociaux. Et elle a fait plus de 300 entretiens en tête-à-tête avec les habitants. Et ça nous a permis, alors ça n'a pas été le grand soir, on n'a pas eu 10 000 personnes qui sont venues aux ateliers, mais les ateliers auxquels ont participé 12 personnes ici, 20 personnes ici sur la question des mobilités, de l'habitat léger à opposer à l'habitat traditionnel ou des questions de ce type-là, eh ben on se rend compte qu'on avance ensemble et c'est très raide. Parce qu'il y a des représentations, il y a des considérations qu'ont les habitants qui sont mainstream, qui sont alimentées souvent par les grands médias et qui méritent qu'on les interroge au filtre des sensibilités qu'on a sur le terrain. Hein, on en parlait avec Philippe tout à l'heure,
le sentiment d'injustice que peuvent ressentir les habitants, ben, quelquefois, il n'est pas là où on pense. Et ça mérite qu'on le mette sur la table et qu'on discute. Alors, je vous dis rien. Par exemple, je terminerai par là, on a barré certaines rues. Parce qu'on s'est dit que pour limiter la place de la bagnole dans l'espace public, eh ben, on ne pouvait pas le faire sur la base de la volonté. Alors, c'était c'était très intrusif, enfin, c'était assez violent parce que vous vous rendez compte, obligé de prendre sa bagnole, enfin de ne plus prendre sa bagnole pour faire 200 mètres à pied, est-ce que mes jambes vont y arriver? Est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif inatteignable qui est la boulangerie située à 250 mètres de chez moi? Eh ben, on a mis un potelet pour bien faire prendre conscience aux gens que c'était possible de se servir de ses jambes. Alors je rigole un peu, mais ça a pris 6 mois, on a fini comme en Suisse par un vote pour choisir si on continuait ou pas de mettre comment il les qualifiait, ces putains de potelets en acacia de surcroît qu'on a mis un peu partout dans le village. Et ben, à notre agréable surprise, on a constaté que les gens ont voté pour le maintien de ces potelets, finalement contre le sentiment qu'ils avaient au début d'être contraints par ça. Donc être dans un village et essayer de trouver des solutions à un aménagement qui soit en phase avec des aspirations qu'on peut avoir pour un développement un peu atypique, et pas pour l'être simplement, mais pour être en lien avec les objectifs qu'on doit se fixer pour lutter contre le dérèglement climatique, par exemple, eh ben, ça peut passer par là, quoi. Jean-Pierre, peut-être tu peux dire juste 2 mots sur cette opération qui est tout à fait intéressante, où on voit l'urbaniste Boris Boucher, qui propose à la fois de réhabiliter l'existant et de construire du neuf. Donc on voit cette opération pas complètement achevée qui est très intéressante, qui montre justement ta lutte contre l'extension des lotissements. Alors là aussi, moi, Ariel le disait tout à l'heure, j'étais agriculteur, donc j'essaye de devenir paysan, mais c'est difficile parce que on n'a pas une vie d'exploitant agricole de 40 piges comme ça qu'on efface. Et donc, en tout cas, mon statut de paysan me fait avoir une espèce d'empathie vis-à-vis de la protection des sols et de la terre qui résonne assez bien avec le zéro artificialisation nette. Et donc là, dans cette opération, on avait 1600 mètres, c'était une ancienne ferme. Et elle était à vendre, donc c'était un toubib qui voulait l'acheter avec des ronds, et il voulait faire une très très belle baraque. Et donc nous, on a préempté, et parce que la personne n'a pas voulu entendre, on ne préempte pas systématiquement, mais n'a pas voulu entendre le fait qu'on avait un projet là-dessus. Et donc là, sur 1600 mètres, on a fait 4 logements. Alors il y en a un qui a été fait par Boris Boucher. C'est une personne qui habitait dans un lotissement qui avait 1000 mètres carrés et qui est venu habiter là avec 300 mètres carrés parce que lui, il voulait être avec ses 3 gamins dans le village, à proximité des terrains de sport, des aménités que nous, à notre modeste niveau, on peut offrir. Donc, et il a accepté de se voir imposer, c'est un peu un terme un peu fort, mais c'est pourtant le cas, le regard qu'avait Boris Boucher sur l'architecture. Parce que cette question de propriété intellectuelle de l'architecte sur quelque chose qu'il produit, bah, c'est pas dans tous les esprits. Et le fait de se dire, moi, habitant de Pérignat ou futur habitant de Pérignat, j'ai envie de faire une maison qui ressemble à mon organisation que j'envisage, etc., bah, je passe par, pas un filtre, mais par une espèce de proposition architecturale à laquelle je ne suis pas habitué. Et là, on y est arrivé. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de personnes dans le village qui disent qu'est-ce que c'est que cette espèce de machin carré qui ressemble à rien, etc. Mais malgré tout, il y en a d'autres pour penser, ben finalement, ça me parle. Et nous, ce qu'on espère, c'est pas tant d'imposer quelque chose, mais de faire réagir. C'est-à-dire dire, regarde, toi, ta maison à 2 pans juste à côté, finalement, est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce qu'il la remarque, quoi? Donc ça aussi, c'est une façon de se différencier. Et ça rejoint un peu les propos d'Ariella sur la question des diversités. C'est-à-dire que nous, on croit, et je dis nous parce qu'on en a discuté souvent au sein du Conseil, dans les capacités qu'ont les territoires à être diverses. À être la France, il y a des petits autocollants qui circulent sous la Manche, la France tissue d'immigration. Eh ben moi, je crois en ça, c'est-à-dire que le fait que tous les fils différents qu'on fait se rattacher, qu'on fait se tisser pour arriver à créer un paysage, un village, une ville, eh ben ça se traduit comme ça, là.
Même si, alors venez à Pérignat, vous n'allez pas être ébloui, hein, rassurez-vous quand même, c'est pas tout magnifique. Mais il y a quelques endroits qu'on revendique comme étant le fruit d'un travail collectif. C'est ça aussi, alors je ne sais pas si... Jean-Pierre, juste encore un mot, parce qu'on va laisser un peu de temps, on va parler avec Philippe, puis on va laisser un peu de temps aux personnes qui sont venues débattre avec nous pour échanger. Mais quand même un mot sur l'agriculture. D'abord, tu es agriculteur. Tu as travaillé sur le projet alimentaire. On a découvert avec stupéfaction que Clermont est extrêmement loin de l'autonomie alimentaire sur son grand territoire. Mais quand je dis loin, mais vraiment à des années-lumière. Et tu es très opposé aux méthodes actuelles des agriculteurs. Donc, est-ce que tu peux, juste en quelques mots, nous brosser un tableau de la question agricole et du rôle qu'elle joue pour nos territoires ? Alors, opposé, attention, hein, d'une façon assez pacifique. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas dire aux agriculteurs « Oh les gars, là, vous êtes trompés, il faut faire autrement ». Parce que moi aussi, je me suis trompé pendant un sacré bout de temps. Hein. Le film La Terre, par exemple, je ne sais pas si c'est La Terre, enfin, qui est sorti récemment pardon, pas Cyril Dion, mais bref. Illustre bien la vie qu'ont pu subir, j'insiste là-dessus, les agriculteurs avec le modèle agricole dominant. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, mais modestement, parce que c'est un peu la lutte du pot de fer contre le pot de terre, c'est ici, vous avez l'écopole du Val d'Allier, c'est un espace de 140 hectares qu'on a réhabilité en bordure d'Allier, qui étaient des carrières, et dans lesquels on a fait s'installer, vous avez en face de vous là, un hangar qu'on a démonté où Boris Boucher a installé la maison. Là, on l'a démonté, on l'a déconstruit, on l'a reconstruit ici. Et on a installé des espaces tests maraîchers, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à des gens, souvent jeunes, mais s'ils sont vieux, on les prend aussi, pour tester leur capacité à conduire une activité maraîchère pendant 3 ans. Et ça, c'est en lien avec le projet alimentaire territorial du Grand Clermont, où on se dit, d'une façon pas très originale, et j'espère que ce manque d'originalité est partagé par l'ensemble du territoire français, c'est-à-dire qu'il faut créer des circuits courts, dire s'alimenter différemment de la façon dont on le faisait pendant les 50 dernières années, où après la guerre, il fallait produire, et maintenant, où il faut produire différemment pour faire en sorte que la calorie fossile qui permettait de produire 2 calories alimentaires ou 2,5 calories alimentaires en 1950, eh ben aujourd'hui, il faut 7 à 10, alors je ne veux pas chipoter sur les chiffres, mais entre 7 à 10 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire parce que le transport est énorme, etc. Donc là, assez modestement, on essaye de réimplanter, avec Pierre Janin par exemple, où on fait un plan de paysage et où on essaye de remplacer les zones, par exemple, de développement stratégique qui avaient été définies dans le SCOT, par des zones de développement agricole où on considérerait que finalement, les emplois ou l'activité économique, mais avec du sens qui serait créée sur ces territoires-là, aurait plus de légitimité que les activités industrielles qu'on y imagine. Et je ne suis pas contre l'industrie, mais il y a une reconquête, par exemple, dans les vallées des Vosges ou du Jura, des bâtiments industriels qui est faite et qui, à mon avis, a beaucoup plus de sens et beaucoup plus inscrite dans le développement économique vers lequel on pourrait, et le développement humain vers lequel on pourrait tendre. Merci Jean-Pierre. Je pense qu'on montera en généralité dans les questions du public, mais il faut qu'on écoute Philippe. Alors Philippe Estèbe, qui est chercheur, mais qui est aussi un chercheur très engagé dans l'action, puisqu'il a beaucoup de contrats avec les collectivités, il a un vrai savoir sur comment ça marche sur le terrain. Ce n'est pas le cas de tous les chercheurs, ce n'est pas l'orientation de tous les chercheurs en tout cas. Tu as d'une part conduit avec Xavier Desjardins cette étude qui a touché des pays qui sont deux les mêmes que nous et un. Vous avez pris la Pologne en plus. Donc c'était l'Espagne, l'Italie, la Pologne. Et vous avez appelé ça les territoires hors jeu. Vous avez révélé un certain nombre de potentiels et un certain nombre de dangers. C'est toi qui nous as alertés sur le fait que ces espaces vont être objets de prédation. Peut-être que tu pourras en parler. Mais dans un deuxième temps, tu as beaucoup travaillé avec la NCT et Magali Talandier sur justement l'analyse de la typologie des ruralités. Alors on a mis ça in extremis dans le livre, peut-être que tu peux passer l'image, Guillaume. Donc c'est vraiment une image choc parce qu'on voit à quel point le territoire français est divers, avec des potentialités extrêmement différentes. Ce serait bien que tu nous le développes.
Merci beaucoup, merci de l'invitation. Tout ça est vraiment passionnant. Je veux dire que un des éléments, moi, qui m'a tout à fait intéressé et même, j'irais, fasciné dans le travail que vous avez fait sur les territoires oubliés, c'est au fond ce que j'appellerais la densité en trompe-l'œil, c'est-à-dire le fait que pour partie, cette question de l'oubli, elle s'accroche à des territoires de faible densité avec peu de population, mais en même temps, en fait, on se rend compte que quand on commence à y travailler dedans, en réalité, il y a un autre type de densité, alors qui est pas forcément lié au nombre d'habitants au kilomètre carré, mais qui peut être lié à la biodiversité, qui peut être lié à la richesse des liens sociaux, qui peut être lié à l'intelligence des combinaisons et des combinaisons de stratégies publiques sur le territoire, etc., etc. Néanmoins, et donc ça, il me semble que ça, c'est un des points extrêmement intéressants, disons, dans ces travaux de développement territorial plus ou moins endogène. On reviendra sur la notion d'endogène peut-être. C'est bien cette révélation de la densité cachée qui fait que du coup, même si on n'est pas complètement dans le marché, on peut intensifier un certain nombre d'échanges qui enrichissent globalement l'espace et sa population. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en même temps, quand on regarde à l'échelle nationale et européenne, le vide, l'espace vide, est hyper convoité et de plus en plus convoité. En réalité, le fait qu'il n'y ait pas de gens, ça peut avoir beaucoup de valeur. Alors, ça a de la valeur, par exemple, pour les producteurs d'énergie. Le paradoxe espagnol, par exemple, c'est que l'Espagne, aujourd'hui, je crois que c'est plus de 20% de son mix énergétique qui est de l'éolien, il me semble. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y a plein d'endroits où il y a moins de 12 habitants au kilomètre carré. C'est bien parce qu'il n'y a personne qui se plaint de l'installation des éoliennes. Je caricature, évidemment. Du coup, ces territoires-là acquièrent une valeur considérable. Et bon, il y a quand même de la contestation, puisque bon, j'imagine que vous l'avez entendu comme nous. Quand même, beaucoup de gens disent l'éolien, d'accord, mais pas comme ça. Deuxièmement, le territoire vide et convoité, évidemment, et encore pour longtemps, je pense, par l'agriculture intensive, productiviste, etc. Là aussi, on a besoin d'espace dans lequel il y a finalement le moins d'habitants possible pour pouvoir produire tranquillement, quoi, en quelque sorte. C'est très intéressant. Alors nous, on a fait des petits zooms, on en parlera à l'instant, sur la Beauce. En fait, on a une agriculture locale qui est complètement hors sol, totalement détachée de ce qui se passe autour, et des élus, en gros, qui disent « Ah ben nous, on est un peu enfermés dans le village, quoi. » Et en fait, dès qu'on commence à sortir, on est dans l'agriculture intensive, et là, c'est extraterritorial, en quelque sorte. Troisième valeur paradoxale du vide, c'est le besoin de conservation d'espaces naturels, alors le plus possible en libre évolution, mais vous savez que l'Union européenne, donc, et la France aussi, a comme objectif d'avoir une protection forte, enfin même renforcée, en gros sur 10% de son territoire, et une protection moins forte sur un tiers du territoire terrestre et maritime. Bon, alors ce mode de protection n'exclut pas la population, bien sûr, mais là où on veut faire de la forêt primaire ou de la forêt en libre évolution, par exemple, eh ben, il vaut mieux qu'il n'y ait pas grand monde. C'est le cas, par exemple, et autrement, ça crée des conflits. C'est le cas, par exemple, dans la forêt primaire qu'on a visitée en Pologne, pardonnez-moi mon polonais, Białowieża. C'est un L qui se prononce W. Bon, vous savez, c'est comme Wałęsa. Non, enfin, bon, bref.
Donc cette forêt primaire qui est à cheval entre la Biélorussie et la Pologne, où circulaient librement les bisons. Maintenant plus, puisqu'il y a un mur de séparation entre la Biélorussie. Eh bien, c'est un endroit avec quelques clairières touristiques, mais c'est une forêt qui est extrêmement protégée. Et en fait, on a interrogé un certain nombre d'habitants autour. En fait, ça les rend fous, cette affaire-là. Cette espèce de rapport extraordinairement pervers à un espace dont traditionnellement, ils sont en quelque sorte à la fois les servants et les prédateurs, qui devient un espace sanctuarisé, dans lequel, même en cas de maladie des arbres, par exemple, alors finalement, le gouvernement polonais a autorisé des abattages, mais même en cas de maladie des arbres, les habitants ne peuvent pas intervenir. Donc, voilà. Et puis, dernier élément, ça on l'a vu en Italie, mais ça arrive partout, ce développement de l'énergie, l'agriculture intensive, etc., ça demande de la logistique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la logistique, pareil, elle s'installe d'abord dans les endroits où il y a de la place, évidemment dans des endroits plus ou moins stratégiques, accessibles, etc., mais aussi dans des endroits où, là encore, il y a personne ou pas grand monde, de façon à pouvoir disposer de terrains pas chers. Donc, il faut voir que dans même y compris, je dirais, en termes de transition écologique, le vide a beaucoup de valeur et va avoir de plus en plus de valeur. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits, pour reprendre l'expression de Jacques Lévy, il disait « osons le désert hein, ». Bon, eh ben, le désert, ça peut être considéré comme un atout, un asset, un élément de développement, de capital, mais de production, au fond, de ce qu'on pourrait appeler du capitalisme vert, avec l'usage du sol et la disparition des hommes, et des femmes d'ailleurs aussi. Voilà, enfin ça c'est un premier point. Alors du coup, peut-être un peu en réaction à ça, on a travaillé, enfin on a reçu une commande de l'ANCT, ou plus exactement on a répondu à un appel d'offres qui demandait à faire une nouvelle typologie de la ruralité. Alors pourquoi une nouvelle typologie de la ruralité? Parce que, vous le savez, depuis 2020-2021, l'INSEE a mis en place un nouveau système de lecture et de comptabilité de la ruralité. Traditionnellement, la ruralité en France, elle est définie par un seuil de population communale. Désormais, la ruralité, et ça c'est une norme européenne, est définie plutôt par des seuils de densité. Donc ça change la population, c'est-à-dire ça change le regard. Ça veut dire par exemple qu'un certain nombre de petites communes qui sont dans des agglomérations sortent de la ruralité au sens de la densité, alors qu'elles y étaient au sens du seuil de population de communes. Et donc l'Association des maires de France, encore elle, a souhaité faire un travail d'analyse, de typologie, de production de typologie. Alors on a proposé deux typologies. Une première typologie qui est celle-ci, sur laquelle on ne voit rien, qui est la typologie de la ruralité, on pourrait dire, pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, en gros, c'est une typologie classique dans laquelle on est allé compter le nombre d'agriculteurs, le nombre d'ouvriers, le nombre d'employés, le nombre de personnes âgées, la distance au chef-lieu, la connexion Internet, enfin bon, tous les trucs un peu classiques, si vous voulez, qui permettent de décrire, qui sont utilisés habituellement pour décrire le drame de la ruralité, quoi. Pas de jeunes, que des vieux, pas de connexion 5G ou 4G, etc. Pas d'hôpital, pas de maternité, pas de machin. Bon.
Alors, on a repris ces indicateurs finalement assez classiques et on s'est dit on va respecter 2 règles. La première règle, c'est que la construction de la typologie, on ne va pas la produire par rapport aux villes. Parce que toutes les typologies classiques de l'agriculture, du monde rural, sont construites par rapport aux villes. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière qui est sortie en 2011. Donc il y avait le rural lointain, les campagnes des villes, enfin des choses comme ça. Donc une ruralité qui est définie en fait en creux par défaut dans son rapport à l'urbain. Donc première règle, on ne définit pas les catégories par rapport à l'urbain. Et deuxièmement, on essaye d'avoir une typologie qui est la plus neutre possible du point de vue de jugement de valeur. Parce que là, en général aussi, on a rural profond, rural en déclin, rural en difficulté, etc., etc. Bon. Alors du coup, ça donne quelque chose qui ne vous surprendra pas, mais sur lequel je vais passer rapidement. En gros, 4 grandes catégories dans ce qu'on a appelé les ruralités résidentielles, en jaune et marron, qui sont en réalité les grandes couronnes des villes. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, avec notamment des communes rurales. Alors il y a 2 types. Il y a les communes rurales marron. Ça, c'est les communes rurales aisées. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'on va les trouver. On va les trouver autour de Lyon, autour de Toulouse, dans une partie. Alors, dans le grand bassin parisien, les communes rurales aisées, c'est les productrices de champagne. C'est là où il y a du champagne. Et puis vous avez Genève, vous avez une partie du Jura limitrophe de la Suisse, etc. Donc on voit bien, en fait, ce sont des espaces résidentiels avec des salaires urbains ou des retraites de très bon niveau. Vous avez une deuxième type de ruralité résidentielle en jaune qui est plus mélangée, disons un peu plus classe moyenne et ouvriers employés. Deuxième catégorie qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'on a découvert. Alors donc là, on est dans la France rurale, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les espaces considérés comme urbains au sens de l'INSEE. Eh bien, on a découvert que l'espace rural français était structuré par un ensemble de ce qu'on a appelé des petites polarités. Alors, en fait, le problème, c'est que sur la carte, on ne les voit pas très bien. Mais vous voyez, les petites polarités, elles sont soit rouges, soit vert clair. Alors, qu'est-ce que c'est que ces petites polarités? Ce sont donc des villages dans lesquels il y a plus d'emplois que d'actifs, donc ils sont des pôles d'emploi, en fait, de milieu rural, avec des services, avec du logement social, et qui constituent un tissu. Alors, c'est peut-être parfois des chefs-lieux de canton, mais pas forcément. Je ne sais pas si votre commune est chef-lieu de canton. Ouais, voilà. Peut-être qu'elle fait partie des petites polarités, c'est possible. Et donc, qui a un effet de structuration du monde rural en dehors de l'urbain proprement dit. Avec 2 types de polarités, des polarités qui sont plutôt industrielles, en rouge, dans lesquelles il y a de l'emploi productif et de l'emploi ouvrier, et des polarités en vert clair qui sont plutôt mixtes, et dans lesquelles on est plus dans du service au public ou du service à la population. Donc ça, c'est un point très important. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un espace rural sans aspérité. Avec ces petits pôles, on a des éléments de structuration. Bon. Est-ce qu'on peut passer à la carte de synthèse qui est très parlante avec des bulles? Je m'arrête. Oui, d'accord. Bon, après, on a caractérisé des ruralités productives. Donc, on a toute une France peuplée les communes industrielles. Vous voyez, du nord, du nord-est, en rose, là. Ce sont des communes ouvrières dans lesquelles il y a une surreprésentation des populations ouvrières. Et le cœur du pays et le cœur de la Bretagne, ce qu'on appelait plus ou moins autrefois la diagonale du vide, c'est là où on trouve les agriculteurs. Mais pas l'agriculture. L'agriculture, en fait, ça montre une totale déconnexion entre la géographie agricole et la géographie des agriculteurs. En tout cas, la géographie de la production du PIB agricole et la géographie des agriculteurs. Deuxième typologie, on s'est dit, ok, bon, c'est bien, on a fait une description, les campagnes avec les personnes âgées, les ouvriers, machin. Mais ce qui nous intéresse, en fait,
c'est au-delà de ce que sont les campagnes, c'est qu'est-ce qu'elles font. Et très exactement, qu'est-ce que les campagnes sont en capacité de contribuer, en quoi les campagnes sont-elles en capacité de contribuer aux grands enjeux de transition écologique. Et donc là, on a pris des chiffres totalement différents, des chiffres sur la production agricole, la production industrielle, le niveau de pénétration des capitaux étrangers, la production d'énergie, le traitement de l'eau, enfin, toute une série de données qui ne sont pas des données habituelles, qui sont plus, vous voyez, des données de production que des données d'état, de situation. Et on a essayé de regarder ce que ça donnait en termes de typologie. Et ça nous donne 4 grandes typologies qui sont des typologies. C'est une typologie de la contribution. C'est une typologie contributive. En quoi? Bon. Alors, vous avez en vert, on appelait ça les transitions agroécologiques. Alors, il y a agro tout le temps. Pourquoi? Parce que l'espace reste quand même dominé par l'agriculture dans tous ces territoires-là. Même si les agriculteurs sont minoritaires, l'agriculture en termes d'occupation de l'espace reste majoritaire. Alors, les transitions agroécologiques, ce sont les territoires qui cumulent un certain nombre de signes, je dirais, de qualité. Donc, signes de qualité agricole, souvent autour de la vigne, mais d'un certain nombre de produits de terroir, etc., indication d'origine protégée. Signes de qualité de la nature, c'est les territoires dans lesquels il y a la plus forte densité d'espaces protégés, de parcs nationaux, d'espaces naturels sensibles, etc. Signes de qualité au sens d'engagement dans un certain nombre de nouvelles pratiques, notamment circuits courts, agriculture biologique, etc., etc. Voilà, et donc ça, ce sont, vous voyez, il y a une géographie très spécifique hein, de ces transitions agroécologiques, sud, sud-est de la France, massif central, côte bretonne, et ce sont des espaces qui en même temps, enfin pour certains d'entre eux, sont de plus en plus attractifs, dans lesquels on trouve des dynamiques démographiques favorables. Et donc là, un des enjeux, c'est quand même bien la tension entre production de qualité, espace protégé, et évidemment demande d'habitat, surtout évidemment dans le pourtour méditerranéen. Deuxième type de Philippe, est-ce que territoire. tu ailles à la synthèse, parce qu'il faut qu'on puisse prendre quelques questions. Pardon? Ce serait bien que tu ailles à la synthèse. Oui. Je raconte les 3 autres catégories. Ok, mais ce serait bien que tu puisses après nous faire la synthèse avant de prendre des questions. Alors, ce qu'on appelle les transitions agro-industrielles, c'est les campagnes industrielles. Donc, en violet foncé, je vais rapidement, ce sont des industries spécialisées. Donc on va retrouver la mécanique, on va retrouver la plasturgie, on va retrouver la mécanique de précision dans le Jura, etc., le bois dans les Vosges, etc. Alors là, l'enjeu, c'est évidemment la question de la reconversion des bâtiments industriels. C'est aussi le renouveau de la main-d'œuvre qualifiée. Les grands espaces en mauve, là, c'est la zone de l'agro-industrie dans laquelle on va retrouver toutes les productions industrielles, plus la logistique, plus le développement de la production d'énergie. Je laisse de côté les transitions agrométropolitaines qui sont les espaces en fait périmétropolitains qui produisent beaucoup pour les villes. Et les transitions agrotechniques, ça c'est intéressant, c'est des territoires qui sont en train de se spécialiser dans les techniques de la transition au sens de production d'énergie, traitement de l'eau, traitement des déchets, etc. Donc j'arrive à la conclusion, qui n'est pas une conclusion, qui est que il nous semble que une carte comme ça, c'est une carte qui est susceptible, c'est très immodeste de notre part, est une carte qui est susceptible de transformer les politiques en direction du monde rural. Puisque c'est une carte des capacités. Ce n'est pas une carte du manque. Et donc, de se dire, ça c'est une discussion qu'on commence à avoir avec l'ANCT, se dire comment est-ce qu'on peut transformer les politiques nationales en direction des territoires à une politique, alors vous disiez de capacité de la diversité,
ou de la diversification, effectivement de soutien et de montée en puissance de ces capacités, de la diversité des capacités, tout en traitant à chaque fois, parce que, bon, j'entre pas dans les détails, mais il y a une tension politique aussi entre les capacités, mais aussi les enjeux de la transition. À chaque fois, on va retrouver des tensions particulières. Donc voilà. Réfléchissons, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, à des politiques de capacitation à partir de lectures de ce type. Je ne dis pas que c'est la seule possible, mais c'est une des lectures possibles. Voilà, désolé d'avoir été long. Non, pas du tout. Simplement, c'est vrai qu'on a démarré un peu en retard. Nous, on a pris un peu plus de temps que prévu et ce serait intéressant qu'on puisse vous écouter. En tout cas, ce que tu as présenté, Philippe, est vraiment un apport incroyable à notre travail, dans le sens où, justement, on part des potentialités, on part des qualités, de la diversité. Et j'espère vraiment que les politiques publiques vont évoluer à cet égard, au regard de ce travail qui a été fait, puis de travaux de même nature. Il y a déjà une question. Oui. Est-ce que vous pouvez peut-être qu'on va réunir les questions parce que, allez-y, vous êtes Théo Caviezel, je suis habitant en Haute-Marne, un des départements les moins peuplés de France, au nord de Dijon, et je voulais rebondir sur une chose que vous avez dite. Les métropoles devraient s'inspirer des modes de fer sobres et qualitatifs qui s'inventent à la campagne. Et je voulais poser une question à Monsieur le maire sur cela, parce que ce que j'observe en Haute-Marne, c'est majoritairement l'inverse. C'est de se dire qu'on a un territoire peu peuplé, où les habitants sont peut-être peu engagés et donc peu regardants sur les politiques publiques, et on assiste à du massacre du patrimoine, à une homogénéisation de l'architecture, on salope nos terres, alors même qu'on a un parc national de forêt où là aussi on sanctuarise des terres, et c'est assez mal accepté. Ça rejoint ce que vous disiez sur la Pologne. En tout cas, comment faire pour que des choses qui se passent à Muttersols, par exemple, vous l'avez très bien dit, j'ai rencontré le maire incroyable, comment ces individualités exceptionnelles puissent être la majorité, en fait, et qu'on ait des vrais bâtisseurs avec une vraie vision au sein de nos élus locaux. Merci beaucoup du témoignage, c'était l'objectif de notre livre, c'est qu'on a été chercher les exemples qui étaient de cette nature. Et on a vu que s'inventaient des choses formidables, comme vous avez pu voir à Pérignat. Donc, par exemple, c'est important que les journalistes comme Laurent Miguet ici en parlent et que ça soit connu et que ça fasse école. Jean-Pierre, peut-être une réaction, ou alors on prend une autre question. Oui. Tu as une réaction, Jean-Pierre ? Oui, bon, moi je suis tout à fait d'accord avec le constat que vous faites. C'est-à-dire que les exemples qui sont cités dans Territoire oublié, ce ne sont pas la règle. Mais je trouve qu'il y a d'intéressant là. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité qu'ont peut avoir les élus et les techniciens à convaincre les habitants d'un regard différent porté sur notre territoire. Nous, on a le Livre de Forest qui est à côté de chez nous, qui sent une espèce de frémissement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le réinvestissent et qui entrent en conflit avec la population locale parce que le regard qu'ils ont sur le développement qu'ils voudraient proposer, un développement plus respectueux de l'environnement, est en décalage avec les grands canons du développement auxquels aspirent les habitants, et à juste titre parce qu'ils n'ont que cette version. Donc moi je crois vraiment en la vertu du dialogue et du temps long. Enfin, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et on n'imposera pas. L'acquisition de l'auto-estime, ce qui est tout à fait essentiel, auto-estime qui manque beaucoup dans ces territoires. Donc vous êtes Bonjour, Céline Tignol, je suis directrice de l'immobilier à la RATP. Je vis et travaille à Paris, donc je n'apporte pas un témoignage mais une question. Il me semble qu'en filigrane de vos interventions, il y a la question très forte du paysage. Pour autant, vous ne l'exprimez pas en tant que tel. Ce n'est pas une 9e piste dans votre travail. Et donc, voilà, je vais vous interroger déjà, Ariella et Guillaume, sur pourquoi. Moi, j'ai la conviction que voilà, c'est très en filigrane de votre travail et ça m'a presque étonnée que ça ne figure pas. Et je comprenais, monsieur, que dans le Grand Clermont, vous avez cette démarche de plan paysage, etc. Donc est-ce que là, par rapport, ne serait-ce qu'à ce que vous venez de dire, sur le fait que révéler des qualités, en prendre conscience, regarder, tourner un regard positif, voilà, cette démarche de paysage, pour moi, elle permet notamment d'amener
les collectifs citoyens vers ces sujets-là. Donc est-ce que c'est ce que vous avez expérimenté ou pas? Est-ce que je me trompe? Alors dans l'ouvrage, on en parle beaucoup du paysage et bien évidemment, les urbanistes aux pieds nus sont aussi paysagistes et il y a des paysagistes qui sont aussi urbanistes sur ces territoires. Donc la question le plan paysage aide beaucoup en fait à affronter l'ensemble de ces questions. Peut-être tu en dis un mot, Jean-Pierre. Moi, j'aurais une réaction double par rapport à ce que vient de dire Philippe Estève là, sur le vide qui permet d'être occupé par exemple par de l'agrivoltaïsme. Alors moi, je trouve s'il y a quelque chose qui un peu impacté le paysage dans des proportions très très importantes et qui a la caution du développement durable, c'est par exemple l'agrivoltaïsme. C'est des projets de 20 ou 25 hectares qu'on pose au sol et qui séduisent les agriculteurs parce que c'est une ressource financière très très importante par rapport à leurs revenus. Et ça, je pense que c'est une déviance des orientations qui peuvent être prises pour développer l'énergie renouvelable. Et avec un impact, parce que finalement, le paysage, il est ce qu'on est, quoi. Et donc, cette sensibilisation qu'on a à introduire sur la question paysagère, je trouve qu'avec des ateliers, alors excusez-moi, je fais un peu de prosélytisme pour les ateliers, mais faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est acteur de son paysage, bah, c'est hyper important, mais ça se fait justement avec une espèce d'acculturation progressive et avec des rencontres avec les habitants. Le paysage, il ne se fait pas entre nous, là. Il se fait aussi surtout avec les habitants d'un territoire. Et puis déjà, l'appellation vide est terrifiante parce qu'on a tendance à considérer l'espace paysager comme du vide. Oui, merci pour ces échanges. Donc, moi, je suis Isabelle Barraud-Sarfati, je suis consultante en économie urbaine, mais là, je vous interroge. Et nominée au Grand Prix d'urbanisme cette année. Voilà. Donc, moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Ébreuil, qui est à 10 km de la future grande mine de lithium à 60 km au nord de Pérignat. Donc, c'est un territoire qui est vide. Il y a très peu d'occupants actuellement, mais potentiellement, il y en aura beaucoup demain. Comment est-ce qu'il faut penser les transformations du paysage avec des habitants qui ne sont pas encore là? Est-ce que vous, en tant que voisin sachant, vous vous préoccupez de ce sujet? Alors, vous voyez, j'ai assisté à un jury de 5e année d'archi à l'école d'agriculture où justement il y avait un groupe d'étudiants qui défendaient un projet un peu contraint et forcé sur le développement de la mine de lithium à côté d'Ébreuil. Et l'impact que cela pourrait avoir, notamment sur la réserve très très importante en eau sous la forêt. Donc on est confronté à une espèce de choix cornélien entre est-ce qu'on développe le lithium chez nous et on ne le laisse pas se développer au Cameroun ou je ne sais pas où, en Afrique centrale, dans des conditions déplorables d'exploitation des gens, ou on fabrique le lithium chez nous et on sait qu'on va protéger tout ça. Ou alors, peut-être, autre troisième solution qui est, à mon sens, pas assez évoquée, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de bagnoles électriques que l'on dit? Et est-ce qu'on ne doit pas changer la mobilité? L'injonction à la mobilité est-elle une injonction durable? Donc, mais c'est vrai, c'est une vraie question et je trouve que le travail qui a été fait par les élèves architectes de l'école d'architecture, vous voyez, lapsus révélateur, il n'y a pas d'architecture sans agriculture, mais c'est une vraie question et je trouve que ça, de poser le débat et de ne pas avoir de réponse toute faite, c'est déjà une forme de réponse, quoi. Y a-t-il encore une question? Parce qu'en principe, on a épuisé notre temps. Oui, derrière. Ah oui, ici aussi. Alors on en a deux. Alexandre Bouton, urbaniste. Oui, je voulais juste poser une question parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, entre les villes qui arrivent et puis celles qui sont complètement bloquées, il y a une question de gouvernance, en fait, je pense, derrière, dans la capacité qu'on se donne à projeter le risque, le ramener. Alors, est-ce que c'est 2050? Moi, je vois, on travaille sur le recul du trait de côte à 7. 2050, 2100, 1,30 m. Est-ce qu'on ramène les risques de 2100 dans un choix d'élus d'aujourd'hui? Moi, les élus avec lesquels je bosse, ils me disent « Ah ben non, non, je ne vais pas là décider aujourd'hui, je ne vais pas prendre toutes les responsabilités de ce qui va se passer en 2100 sans qu'on m'explique qui va prendre les conséquences financières, quoi, entre l'État, entre moi, Et ce que j'entends de ce que vous dites, c'est que dans les projets, en tous les cas que vous avez vus, il y a des modes de gouvernance différents. Par exemple, quand je vois Boris Boucher qui arrive à penser la carte territoriale, à être architecte, moi, sur les projets sur lesquels je bosse, on me dit « Attends, non, tu ne fais pas l'architecte, là tu te tais, tu te mets de côté, on relance un concours, ça va prendre 3 ans, t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Donc je voudrais avoir une réponse là-dessus, merci.
Je pense que sur ce point, c'est aussi de ça dont on parlait, qu'il fallait s'inspirer peut-être dans les grands projets, c'est que malgré tout, il y a des dynamiques un peu plus courtes, parfois, ça a été évoqué par Ariella, et des échanges qui nous ont semblé beaucoup plus directs. Alors, ce n'est pas toujours le cas. L'intervention du concepteur, souvent, amène à re-questionner le programme. Et on a vu donc beaucoup d'exemples. L'exemple qu'on aurait pu montrer, un autre exemple de Boris Bouchet, où le programme était démolissez ce bâtiment, on va en construire un neuf et vous me le faites. Et finalement, la démonstration du projet était d'abord, on va garder le bâtiment et on va pouvoir faire un peu autrement ce qui était prévu. Et comme les contacts sont plus directs, les temps d'échange sont plus importants, je trouve que ce rapport élu, concepteur, accompagné des services est souvent pas plus efficace, mais en tout cas donne un autre modèle qui apporte des réponses intéressantes au quotidien. Donc ça, voilà. Et après, sur les questions que tu évoques, ce qu'on voit, c'est que dans l'expérimentation, notamment, je pense aux ateliers territoires, sur la question du trait de côte ou la question de l'immersion, il y a des démarches de recherche qui sont portées par l'État et qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'aller plus loin dans la prospective. Et ces accompagnements-là voilà, nous semblent intéressants. Alors, il y a 2 questions, une ici et là, puis après on arrête. Allez-y, vous êtes Margot Saint-Paul, je suis étudiante au cycle d'urbanisme. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé rapidement de la question des transports avec l'exemple de la Suisse. C'est une question qui revient souvent, a fortiori avec un territoire aussi où l'infrastructure est aussi centralisée, mais vous n'avez pas développé beaucoup sur ce point. Est-ce que dans les politiques de mobilité, vous identifiez aussi des défis importants pour ces territoires oubliés ? C'est un défi énorme et on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus. Il faut reconnaître, on a abordé le sujet principalement par la Suisse parce que ça nous semblait tellement exemplaire qu'on s'est dit il y a un modèle qui fonctionne et qui pourrait peut-être innerver chez nous. Mais c'est vrai, je reconnais, Guillaume, on n'a pas énormément travaillé là-dessus parce qu'on n'avait pas assez de billes, mais vous avez raison, c'est un des sujets majeurs auxquels il faudrait peut-être qu'on s'attaque pour un territoire oublié numéro 2. Alors, une question ici, puis ce sera la dernière. Hein. Bonjour, Anouk Legendre, architecte de l'agence XTU. Oui, je me posais la question concernant le transport. Spécialiste des questions agricoles. Comment ? Grande spécialiste des questions agricoles. Non, sur la question du transport et de la distribution. Qu'est-ce qu'il y a eu comme expérience par rapport à ça ? Parce que c'est vrai, bon, moi je viens d'un village du confin des Pyrénées, à la limite du Gers, donc c'est loin de tout, vous imaginez, tout le monde fonctionne avec sa voiture et il n'y a évidemment plus aucun service dans les villes moyennes comme la plus proche. Et en fait, il y a 40 ans, il y avait des systèmes de distribution ambulants. Enfin, c'était tout bête, mais... c'était hyper efficace. Nous, aujourd'hui, on pense la distribution par Internet. Alors, pour chaque colis acheté, il y a un véhicule qui se déplace, qui est un truc de fou en termes d'impact écologique. Ou alors, inversement, les gens vont dans des magasins ou dans des centres de santé, etc. Ils se déplacent à chaque fois. Mais on organiserait des systèmes ambulants comme il y avait il y a 40 ans, en fait, où il y a un véhicule qui se déplace pour tout le village. Et puis, il y a des points de rencontre et les gens s'y tenaient, en fait. Ils venaient à telle heure chercher le pain parce que ça passait à telle heure et après, un quart d'heure après, c'était dans le village voisin, etc. On pourrait faire la même chose avec la santé, on pourrait faire la même chose avec les services bancaires et tout ça. On pourrait faire la même chose avec l'alimentation et tout ça. Et je me dis, c'est quand même ça le frein au redéveloppement de la ruralité parce que c'est quand même terrible ce qui se passe là. Je vois cette carte, alors tout le nord c'est plus actif, mais moi je viens du sud des Pyrénées là, et là il n'y a rien, aucun médecin ne vient, les gens ils sont tous, c'est l'abandon quoi. Et en fait on mettrait en place des choses comme ça simples, les personnes âgées pourraient habiter là, rester là au lieu d'aller dans des centres ailleurs, il y a plein de choses qui pourraient être faites, quoi. Et est-ce que vous avez des exemples que vous avez vus par rapport à ça ? Je ne crois pas, quoi, des exemples. Est-ce qu'il peut réagir peut-être là, tu vois, tu nous laisses sans voix parce que c'est un sujet énorme. C'est tout le développement français qui est en cause. C'est un système extrêmement centralisé. Donc nous, on a lancé des pistes, mais on n'a pas de réponse. Peut-être Philippe, qui est un spécialiste des politiques publiques, tu peux dire un mot. Et puis je demanderai à Céline peut-être de dire un mot de conclusion, puisqu'elle a eu...
Elle a eu la gentillesse de nous accueillir ici. Ce qui s'est passé dans ce que vous dites, la disparition des commerçants ambulants, c'est une conséquence, non, me semble-t-il, du modèle du supermarché. C'est-à-dire que vous payez moins cher, mais en contrepartie, c'est vous qui faites la logistique. Et du coup, oui, la logistique, elle est depuis 30 ou 40 ans, elle est faite par le consommateur. En réalité, c'est une des raisons d'explication de la disparition des services ambulants. Cela dit, moi, je vois quand même. Alors, j'habite pas très loin de chez vous, à mon avis, parce que je suis à côté de Boulogne-sur-Gesse. Et vous êtes en Haute-Garonne ou dans les Hautes-Pyrénées? D'accord. En fait, il y a un bibliobus du département. Il y a un marchand de pizza. Pendant longtemps, la boulangère, maintenant elle a arrêté, mais elle faisait sa tournée. Donc il y a encore des restes de ça. Et je suis d'accord avec vous sur le fait que du coup, ça pourrait être extrêmement intéressant. Surtout que maintenant, on a quand même des communautés de communes qui ont des tailles assez importantes et qui ont un peu plus de moyens, de se dire, effectivement, de réfléchir à l'ambulatoire des services. Je pense que ça peut être une politique locale extrêmement intéressante. Mais il ne faut pas sous-estimer. On avait essayé, par exemple, de regarder un transport à la demande pour amener les personnes âgées au marché. Elle nous avait répondu non. Non, on ne veut pas de transport à la demande parce qu'en fait, on se fait transporter par les voisins. Et se faisant transporter par les voisins, du coup, on discute, on échange, on prend des nouvelles. Donc, il y a aussi une dimension socialisante et de sociabilité dans le trajet qu'il ne faut pas oublier. Mais le bibliobus, ça peut être aussi un endroit où on discute. Alors, votre discussion échappe aux gens qui sont en ligne et qui sont une centaine depuis tout à l'heure. Les gens qui sont en ligne et qui n'ont pas droit aux fumets qui envahissent cette salle et qui vous donnent faim de minute en minute, je vais devoir mettre un terme à nos échanges. Je pense qu'ils auraient pu être très longs et on aurait pu toute l'après-midi encore poser un certain nombre de questions, parce que ces territoires ruraux, je lisais récemment une enquête qui demandait aux Parisiens d'où ils venaient. Et même les Parisiens qui sont nés à Paris savent se trouver des racines dans ces territoires oubliés. Donc il y a là probablement un espoir. Merci à vous quatre, merci à Ariella de cette idée. Et puis on saisit les initiatives au bon ici à la Fabrique, et celle-là était vraiment très chouette. Merci à vous trois d'avoir éclairé un peu nos lanternes et d'avoir aidé à porter la lumière sur ces territoires oubliés. Moi, je retiens juste deux choses qui vont me faire manger avec appétit. C'est l'idée, pas tellement du temps long, mais l'idée qu'un peu partout, il y a cet engagement politique qui est quand même dans une période où la démocratie est un peu chaoteuse, chaotique, sinon, ça dépend où on met le H, donne vraiment espoir, parce qu'au fond, cet engagement-là, il est un peu partout. Il est peut-être pas en Haute-Marne, mais il est quand même un peu partout et il fait des choses merveilleuses. Et puis le deuxième espoir, c'est qu'au fond, dans ce que vous avez dit, y compris dans le dernier échange, on sort des solutions dures et des solutions massives. Et il y a plein de solutions souples, il y a plein de solutions humaines, pourvu qu'on s'installe dans une modalité dans laquelle on accepte le dialogue. Et ça, je trouve que c'est très chouette, parce que c'est ce qu'on s'évertue à faire ici tout le temps, que le dialogue porte ensuite vers l'action, et qui sache aussi rendre justice des actions qui sont entreprises un peu partout. C'est ce à quoi on s'applique ici à la Fabrique. Donc merci à tous de votre participation. Merci à nos intervenants. Je pense qu'on peut applaudir. Et on va nourrir nos deux auteurs ici, afin qu'ils puissent, au 25 premier, dédicacer un ouvrage, si vous souhaitez repartir avec. Donc, et vous avez un cocktail un peu à la réactivité, là, tout de suite. Et pour les autres, le buffet se tient par là. Merci.
Je passerai après.